là-bas. Donc, même, donc, le Milosevic local n'est pas parti en voyage officiel, il est parti en voyage privé. Mais il n'est pas revenu depuis. Là aussi, il y a abandon de poste. Là aussi, il y a abandon de poste. Donc, ça vient s'ajouter sur l'incapacité physique permanente. On va me dire de prouver ça. Que est-ce que je suis son médecin, mon frère? Chaque un mois, quelqu'un sort pour le même problème et vous voulez nous convaincre que non. Le président est en voyage officiel, le président est en vacances, le président est marié. L'empêchement définitif peut enfin résulter de la condamnation par la haute cour de justice. Cette juridiction d'exception est compétente notamment pour connaître de l'action en haute trahison dirigée contre le président de la République. Lorsqu'à l'issue d'une telle action, sa culpabilité est reconnue et dans l'hypothèse où il n'est pas destitué, sa condamnation constitue un obstacle permanent à l'exercice de ses fonctions. À cette constante et ces inconstances, les actes constitutifs de vacances répondent des dynamiques de la procédure de contestation. Donc, si à cette constante et ces inconstances, les actes constitutifs de vacances répondent des dynamiques de la procédure de contestation, alors ce que les Camerounais voudraient savoir, même si ce n'est que pour comment je vais dire ça, même si ce n'est que pour écouter et ne même pas s'en servir, c'est quelles sont ces dynamiques de la procédure de contestation de la vacance? Quelles sont ces dynamiques de la procédure de la contestation de la vacance? Donc, elles sont relatives aux différents actes de procédure, aux autorités et organes chargés de les accomplir. Car la contestation de la vacance procède d'une décision juridictionnelle. On les observera au niveau de l'initiative du recours au juge et la déclaration de vacances proprement dite. Alors, quand on nous parle du recours au juge, je dois vous dire comment ça se passe le recours au juge. Et c'est là où ça devient intéressant. La particularité du droit constitutionnel pré-démocratique est que tous les cas de vacances de la présidence de la République ne donnent pas lieu à une déclaration expresse de vacances. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ce que je viens de lire. Si vous n'écoutez pas, dites-moi, je dois relire. Je reprends. Parlant de l'initiative du recours au juge. Pour vous faire comprendre qu'on est mort dans le film. La particularité du droit constitutionnel pré-démocratique est que tous les cas de vacances de la présidence de la République ne donnent pas lieu à une déclaration expresse de vacances. Que même s'il y a la saisine du juge, ce n'est pas dans l'immédiat qu'il va constater la vacance du pouvoir. Et ce n'est pas parce que vous avez votre compréhension de la vacance du pouvoir que le juge va partir avec ça. Va gober ça. Tu comprends? Ça nous rappelle à Tangala Clément, non, qui a dit que votre candidat a gagné. Votre candidat n'est pas malade. Les Camerounais sont attachés. L'attachement de ça. Il n'y a que la népalisation. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent là, c'est pour eux. Mais ça, non, c'est grave. C'est grave, Kolo. Mince. Non, pas bien l'attachement. On dit ça au Nigeria, en Côte d'Ivoire. On vous a attaché. On a attaché les Camerounais.
doubler la corde, doubler le fer, tout l'acier. Vous êtes attachés. Si vous ne sortez pas, en tout cas, Frambia, 50 ans au pouvoir, hein, même 100 ans, là, ils vivent longtemps. Hein. Mon Dieu. Ouais. Les dispositions de l'ordonnance de 1962 en l'espèce sont porteuses d'ambiguïté. Au début, on disait que quoi? Qu'il ne devait pas avoir ambiguïté, non? Vous vous rappelez au début, au tout début? Ni ambiguïté, ni subjectivité. Ni subjectivité. Mais on vous dit que les dispositions de l'ordonnance de 1962 en l'espèce sont porteuses d'ambiguïté. Alors que la démission ne produit pas cessation des fonctions du démissionnaire, comme j'ai lu ci-dessus, le décès ne donne pas lieu expressément à la mise en œuvre de la procédure de déclaration de vacances. Le décès. Je reprends. Peut-être c'est trop rapide. Alors que la démission ne produit pas cessation des fonctions du démissionnaire, le décès ne donne pas lieu expressément à la mise en œuvre de la procédure de déclaration de vacances. Ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire que Paul Biya est déjà mort. Mais même s'il est déjà mort, ça ne les oblige pas, ou ça n'oblige aucune entité à déclarer la vacance du pouvoir, ou à déclarer même qu'il est mort. Ok, Christophe Pachon a bien compris. Ça veut dire que même le cadavre va diriger. Exactement. Voilà. C'est parce que quand vous restez comme ça, les gens, vous partez lire vos petits journalistes là qui écrivent les choses sur les réseaux sociaux, vous partez lire, vous venez commenter que Bienton a dit que Boris Berthaud a dit que bullshit. Ici les Camerounais balistiques, ça a cuit. Hey papa. Non, c'est la rue. La rue, c'est tout. Hein, Colo, c'est grave, hein. Ah, vraiment, ça cuit sur nous, hein. Hein. Dans ce dernier cas, la procédure qui semble être de droit est la cérémonie de prestation de serment de l'intérimaire. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au tout début sur l'effet que Paul Biya, même si mais dans le coma, il y a quelque chose qui lui dit que tu es encore vivant jusqu'à ce que en sortant du coma, son doigt peut écrire. Mon frère, il ne nommera pas de vice-président. Je vous ai dit d'enregistrer ça et de venir me contredire quand ça va se passer. Et comme tu as dit, au contraire, s'ils ont fait des actes avant ça, il va éliminer toutes les personnes là. Parce que justement, la vacance du pouvoir cautionne même sa mort et qu'il soit là. Donc, s'il décide de changer quand il est encore là, ça veut dire que c'est un coup d'État. C'est juste que je comprends très bien pour ce que tu veux dire, que même si c'est Franck Biya, comme même maintenant comme vice-président et Biya est encore vivant, Biya va vouloir sa tête. Je comprends très bien pourquoi tu dis ça. Tu as compris ce que je disais. Ça veut dire que le jour, je répète encore, le jour où on va lire, on va, comment je vais dire ça? Oui, lire un décret à la CRTV portant nomination au poste de vice-présidence de la République du Cameroun. Ce jour-là, écrivez cette date-là. C'est le jour où on sera en train d'annoncer officiellement la mort de Paul Biya. Écrivez ça. Le jour où on va annoncer à la CRTV que Paul Biya a nommé un vice-président, c'est le jour où on sera en train d'annoncer officiellement la mort de Paul Biya. Et il serait, dans ce cas-là, il serait mort bien avant. C'est ça. Donc, il faut préciser qu'il se serait assuré de sa mort cérébrale, de sa mort tout. Il se serait même assuré que son corps est en train de pourrir même. Parce que vrai, s'il se lève
ou bien s'il reprend un peu du poil de la bête et il constate que les gars ont nommé tout le monde, la tête de tout le monde va partir. Donc, il disait que pourtant, on ne saurait admettre l'investiture d'un nouveau président sans au préalable constater l'absence définitive du titulaire initial. C'est ça. Il n'y aura pas ça. Oubliez. On vous a donné de quoi, comment je vais dire ça. Dans tous les cas, tout ce qui se passe au niveau de Yaoundé ne sont que des manœuvres dilatoires. Et, écoutez, colonel Kerazine, ce que je vous dis là, c'est moi qui fabrique. Mais je suis convaincu, hein, que quand ça va se passer, on reviendra dire que, ah, colonel, là, il voit, hein. Sous ce rapport, le silence des constitutions et des différents tests législatifs subséquents ne saurait faire prévaloir la thèse de l'inutilité d'engager la procédure de contestation de la vacance. Cette hypothèse est renforcée par les prescriptions en ce sens dans un pays comme le Bénin, dans un pays comme le Sénégal, dans un pays comme l'Angola et même du Congo-Brazzaville. Salut Wilfried. L'ordonnance de 1962 est à l'opposé brillante de clarté quant à l'incapacité physique permanente du président de la République. Elle est obligatoirement constatée, développant l'idée de l'organe habilité à faire mettre en marche la procédure irrelative. Le professeur Ismaïla Madior écrivait en 2001 qu'au Cameroun, écoutez très bien, le constituant est muet. Donc, on a coupé sa langue. Le constituant est muet sur l'organe habilité à saisir le Conseil constitutionnel. Vous avez écouté, ou bien c'est pas entré. Je répète un peu, j'étais un peu... S'il te plaît, j'ai pas très bien entendu, il y avait un brouillard autour de moi. Le constituant est muet. On dit que l'ordonnance de 1962 est à l'opposé brillant de clarté quant à l'incapacité physique permanente du président de la République. Alors, elle est obligatoirement constatée. Donc, développant l'idée de l'organe habilité à faire mettre en marche la procédure irrelative. Là, on parle de l'incapacité physique permanente. La procédure, qu'est-ce que je disais, le professeur Ismaïla Madior Fall pour les Sénégalais, je lis toujours en anglais, je ne sais pas pourquoi. Ismaïla Madior Fall écrivait en 2001 qu'au Cameroun, le constituant est muet sur l'organe habilité à saisir le Conseil constitutionnel. On va voir si, avec le temps, on a progressé. Ouais, avec le temps, aux dernières nouvelles, le nouveau constituant, c'est la vice-présidente. On ne sait pas comment ils ont fait ça. En tout cas, vas-y, continue. Non, ça ne va pas être la vice-présidente. Quand je sais pas, tu vas comprendre. C'est pas lui. La vice-présidente n'a rien à voir dans ce que je suis en train de dire là. Là, je parle des organes comme l'Assemblée nationale, comme le Sénat, comme la Cour constitutionnelle. Oui. On vous dit que le constituant est muet sur l'organe habilité à saisir le Conseil constitutionnel. Parce qu'il faut saisir le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, ce n'est pas comme si il va rester comme il va se saisir parce qu'il y a machin. Non, ils ne le feront pas. Clément Tangana ne le fera pas. Maintenant, pour qu'on soit plus clair, à la vérité, aucune des constitutions camerounaises n'a expressément désigné l'autorité compétente pour saisir la juridiction compétente. C'est ça. Oui. Je reprends. C'est vrai. À la vérité, aucune des constitutions camerounaises n'a expressément désigné l'autorité compétente pour saisir la juridiction compétente.
Maintenant, on ne s'arrête pas là. Christophe Pachon, tu n'as pas encore crié. Je vous dis que vous parlez du Cameroun, mais vous ne connaissez pas le Cameroun. Le vide juridique, Morel, je vous ai dit, vous allez voir ça plusieurs fois. Donc, pour identifier cet organe-là, il faut se référer aux différents tests relatifs à l'élection présidentielle. Maintenant, il faut plutôt se référer aux différents tests relatifs à l'élection présidentielle. De manière constante, cette autorité est le président de l'Assemblée nationale. Tu comprends? Donc, au départ, le constituant était muet sur l'organe habilité à saisir le Conseil constitutionnel. Maintenant, à la vérité, aucune des constitutions camerounaises n'a expressément désigné l'autorité compétente pour saisir ces juridictions compétentes-là, dans le Conseil constitutionnel. Mais, donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour identifier cette personne-là, qui est, cet organe-là qui est habilité à saisir une autre loi compétente? Là, il faut maintenant se référer aux différents tests relatifs à l'élection présidentielle. Et c'est en se référant à ces tests qu'on se rend compte de manière constante que cette autorité est le président de l'Assemblée nationale. Tu vois un peu la façon dont on embrouille les gens. Donc, tu arrives là, tu veux dire que la Constitution dit que, machin dit que tu es nulle part. Tu n'es nulle part, tu ne comprends rien, tu ne connais rien. Tu peux citer ce que tu veux citer. C'est comme ça qu'on vous a pris avec le mandat impératif ici. On vous a tourné. Exactement. Tourné. Il partait mettre des dispositions par rapport au mandat impératif dans le code électoral et tout. C'est ça. C'est exactement ce que Didi. Ils mettent une disposition contraire dans le code électoral. Ils créent un article dans la Constitution qui se contredit, comme on disait depuis le départ là. Pourtant, en temps normal, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Le code électoral ne saurait être au-dessus de la loi constitutionnelle. C'est d'abord la Constitution, puis les autres. En fait, même Kolo, en plus de la hiérarchie des normes, il y a aussi le principe juridique comme le fait que les lois ne doivent pas être contraires, ne doivent pas avoir un sens contraire. Les lois ne doivent pas entrer en concurrence. En fait, c'est ça qu'on dit. Les lois ne doivent pas entrer en concurrence. Même si elles sont des hiérarchies différentes, elles ne doivent pas entrer en concurrence. Mon frère, tu parles en langue bafia. Et ton fils et moi, les combis, nous ont donné des sujets pour nos panels ici, pour ceux qui aiment bien débattre. Mais la réalité est que tous les deux avaient raison. Oui. Parce que moi, les combis se basaient sur la Constitution, non? Non. Ils se basaient plutôt sur un décret, si je ne me trompe pas, oui. Et l'autre se basait sur la Constitution. L'un des deux, je ne sais plus tout. Mais les deux, chacun avait quelque chose sur laquelle il s'appuyait pour contredire l'autre ou pour avoir raison devant l'autre. Oui. Normalement, on devait plutôt se référer, on devait plutôt regarder ce que j'ai appelé tout à l'heure la hiérarchie des normes. Qu'est-ce que la hiérarchie des normes dit? Est-ce qu'une loi passe avant un décret? Est-ce qu'un décret passe avant un arrêté? Est-ce que c'est comme ça? Non, moi, j'ai pas fait de droit. Mais même si je suis bête, quand même, il y a quand même cette différence-là, non? Vous qui avez fréquenté là. Oui, Kolo, il y a même un problème, même d'abord, il y a un problème avec la hiérarchie des normes. Il faut invoquer la cohérence de la loi. C'est pour ça qu'on dit que deux lois ne doivent pas être concurrentes. À partir du moment que deux lois sont concurrentes, même si les normes sont placées de quelle manière, il y a un problème à régler.
Et ils Va, ont va, fait perdurer le problème justement pour va faire voir passer ça. leurs intérêts. Va voir ça avec les gens de Justin Trudeau. Faut laisser, on parle du Cameroun. Donc depuis que je lis là, c'est maintenant que tu viens de dire que les lois ne doivent pas, les lois ne peuvent pas. Donc tout ce que tu as écouté depuis là, c'est la partie là que tu trouves que tu vas encore contester. Donc je disais que pour l'identifier, il faut se référer aux différents tests relatifs à l'élection présidentielle. De manière constante, cette autorité est le président de l'Assemblée nationale. Et qui est le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui? C'est le beau-frère de Paul Biya. En quelque sorte. Ou je me trompe. Le Bamileke qu'on a nommé là-bas, là, il a les liens avec Chantal Biya, non? Ou je me trompe? Hein, on est. Donc, vous voyez que les gars là ont mis les garde-fous. Tout à l'heure, je vous parlais des garde-fous, vous n'avez pas compris. Ils ont mis les garde-fous. Donc, tous les changements qu'ils ont fait récemment là avaient un objectif. Tous ces changements-là. De manière constante, cette autorité est qui? Le président de l'Assemblée nationale. Donc, allez dire, hein, aux frères de Chantal Biya d'aller saisir le conseil constitutionnel de Atangana, ou ça Atangana Bala, ou ça vous appelez quoi? Le Clément Atangana. Pour dire que Paul Biya a une incapacité physique permanente, ou bien qu'il a dans l'empêchement définitif, ou bien je ne sais pas quoi, ou il est dans l'abandon. Allez lui dire de faire ça. Vous fumez quoi, le faire? Allez lui dire de faire ça. Ne sortez pas dans les rues pour aller prendre votre pouvoir. Restez là, comptez sur le droit. Comptez bien sur le droit. Vous allez lire les tests de droit jusqu'à vous fatiguer. À la fin, ce sera comme le mandat impératif. Le pouvoir reconnu au président de l'Assemblée nationale en l'espèce n'a jamais été totalement discrétionnaire. Bien que ce soit lui qui saisisse la juridiction compétente, son action est le résultat d'une décision concertée. Est-ce que vous avez compris? Le pouvoir reconnu à cet homme-là, dans le président de l'Assemblée nationale, là, en l'espèce, n'a jamais été totalement discrétionnaire. Bien que ce soit lui qui saisisse la juridiction compétente, là, son action est le résultat d'une décision concertée. Donc même si par hasard, vous l'appelez qui est Ndachwa, ou Ndachou, c'est Ndachou, c'est Ndachwa, ou c'est quoi là? Le Bamileke qu'on a mis là-bas, là. Hein? Le vendu Bamileke qu'on a mis là-bas. Si c'est que il se réveille comme ça, il dit que hey, je suis comme ça, je suis quand même le fils d'un nationaliste. Il faut que je sauve mon pays. Il part devant Atangana. Atangana va lui dire que mais mon frère, tu sors d'où avec ça? Tu t'es arrangé avec l'équipe pour venir devant moi avec. Et quand il va revenir au Parlement, les députés du clan Biya, hein, qu'ils soient Betty Pawan, Bassa, Douala, Bamileke, Nordis, tous vont lui dire que mon frère, tu partais où? Tu es dans l'Indem. Nous, on n'est pas avec toi. Paul Biya, même s'il est mort, son cadavre nous dirige. Vous avez maintenant compris ce que ça veut dire, non? Ou bien j'explique mal. Ici, la dynamique est rendue par les changements dans les acteurs de la décision. Le droit constitutionnel pré-démocratique subordonne l'action du président de la Chambre à l'avis conforme d'un conseil médical. C'est encore là où tout vient mourir. L'abandon du concept d'incapacité physique permanente et son remplacement par celui d'empêchement définitif consacre la substitution du bureau de la Chambre au conseil médical. Attends, tu veux que je répète? Je vais répéter, je recommence encore très haut.
On nous a fait savoir. On nous a fait savoir que concernant l'incapacité physique permanente du président de la République, normalement, elle est obligatoirement constatée. Ça, si nous sommes dans une république, dans une vraie république. Développant l'idée de l'organe habilité à faire mettre en marche la procédure irrelative. Donc, puisqu'elle est obligatoirement constatée. Et maintenant, développant l'idée de l'organe habilité à faire mettre en marche la procédure irrelative, le professeur Ismaïla Madior Fall écrivait en 2001 qu'au Cameroun, quelqu'un qui a étudié le droit camerounais, il disait qu'au Cameroun, le constituant est muet. Comme fait souvent mon ami du MSC. Comment on l'appelle encore là, le brun là. Et il met souvent la bande sur sa bouche. Le constituant est muet sur l'organe habilité à saisir le Conseil constitutionnel. À la vérité, aucune des constitutions camerounaises n'a expressément désigné l'autorité compétente pour saisir la juridiction compétente. De manière constante, cette autorité... Non, j'ai sauté une ligne. Pour l'identifier donc, cet organe ou cette autorité, il faut se référer aux différents tests relatifs à l'élection présidentielle. Et de manière constante, cette autorité, c'est qui? C'est le président de l'Assemblée nationale. Ce qu'il faut maintenant savoir, c'est que le pouvoir reconnu au président de l'Assemblée nationale, en l'espèce, n'a jamais été totalement discrétionnaire. Bien que ce soit lui qui saisisse la juridiction compétente, son action est le résultat d'une décision concertée. Ici, la dynamique est rendue par les changements dans les acteurs de la décision. Le droit constitutionnel prédémocratique subordonne l'action du président de la Chambre. Le président de la Chambre, je reprends, le droit constitutionnel prédémocratique subordonne son action, donc l'action du président de la Chambre, à l'avis conforme d'un conseil médical. Le conseil médical là, sera composé de qui? Ils vont dire quoi pour que le président de la Chambre ait de quoi déclencher le processus. L'abandon du concept d'incapacité physique permanente et son remplacement par celui d'empêchement définitif consacre la substitution du bureau de la Chambre du conseil médical. Désormais, la juridiction compétente est saisie par le président de l'Assemblée nationale après avis conforme du bureau. Donc, on vous amène en Gromodouka. On vous ramène en Ndjikimniki. Et puis, on vous fait voyager pour Batouri. Et quand vous revenez à Panchi, c'est cuit. C'est cuit. Bonjour Destiny. Quand vous revenez à Panchi, c'est cuit. La trivialité de ce choix en présence d'un parlement bicaméral ne saurait occulter la critique de son maintien malgré la création d'une seconde chambre législative. On peut faire valoir que le président de la chambre basse n'a plus intérêt, n'étant plus l'intérimaire éventuel. Ce point de vue, qui n'est en définitive qu'une vue à partir d'un point. Ce point de vue. Écoutez très bien le français. Moi, j'étais pas dans votre école où on apprend la langue de Molière, là. Ce point de vue, qui n'a en définitive qu'une vue à partir d'un point, change si l'on déplace le point. Maintenant, là, ce sont les Wifri Kanga qui doivent venir nous expliquer l'autre aussi. Parce que le colonel Karazine, lui, n'a même pas fait la classe de 3e. Donc, l'autre aussi, là,
C'est comme si on m'avait demandé de faire les maths des gens de la terminale, alors que j'ai même pas réussi les fractions au coup moins 1. Tu vois. Il se justifierait alors au regard des modalités de délégation et ou de la représentation de la souveraineté nationale qui conduit à reconnaître l'Assemblée nationale comme seule chambre au sein du Parlement garante de l'intérêt supérieur de la nation, puisque constituée de ses représentants. Donc, en d'autres termes, après avoir écouté ce que je viens de lire là, vous êtes en train de me dire qu'un opposant camerounais, conscient de tout ceci, son discours ce sera que il faut que Paul Biya organise les élections, on va gagner, on va avoir la majorité au Parlement, on va changer les lois. Vous allez gagner les élections. Donc, avec ce que je viens de lire là, vous allez gagner les élections que Paul Biya a organisées. Le jour que ça va arriver, non, il faudrait que je sois vivant pour voir ça. Vous allez gagner les élections que Paul Biya a organisées. Avec ce que je viens de lire là. Jusqu'à vous allez choisir votre président de l'Assemblée nationale. Pour aller déclarer demain que Paul Biya, pour aller modifier la constitution, déclarer demain que Paul Biya est incompétent ou quoi, a abandonné son poste. Mais, donc, Paul Biya est tellement bête. Hein? Donc, le lion a tellement maigri qu'il ne sent plus l'odeur du sang. Hein? Il n'aime plus l'odeur du sang. Tellement il a maigri. Qui va vous laisser prendre sa viande, partir avec, et il va vous regarder. Moi, je vous dis, et c'est là où vous n'aimez pas mes propos. Chaque opposant camerounais qui vous dira que ce que vous devez faire, c'est de vous mobiliser pour aller gagner les élections législatives. C'est une petite main de la dictature. Il vous ment. Il vous manipule. Il vous tire vers le bas. Ce n'est pas une priorité dans une dictature comme celle du 237. Le discours serait de dire aux Camerounais que ça a déjà trop duré. Que vous devez à tout moment être prêt à prendre votre pouvoir. Pas de les programmer pour un futur dont vous n'avez même pas la maîtrise. Parce que c'est Paul Biya qui décide quand il veut organiser ces élections, quand il ne veut pas organiser. Il fait ça quand il veut. Oui. Détestez-moi, mais je vais vous dire, je vous le dis, cache. Je n'ai pas besoin de votre amour, mes gars, je vous le dis, gars. Monsieur Kolo. Après, si vous voulez ficher moi le camp, ne venez plus ici. Monsieur Kolo, ce que vous dites est exact, hein, totalement exact. Mais quand je réfléchis bien, quand je réfléchis, hein, je me rends compte simplement que même la politique, les Camerounais n'ont pas compris les enjeux derrière, en fait. Dans ce sens-là, pour dire quoi? Pour dire que il y a eu tellement de messages envoyés bien avant. La preuve en est, lors du 5 août, c'est un exemple banal que je prends, où normalement les Camerounais qui avaient compris les enjeux derrière n'auraient pas attendu de mot d'ordre de qui que ce soit. Ils se seraient levés tous comme un homme. Ceux-là qui disaient supporter un candidat, mais ça n'a pas été le cas. Parce qu'ils attendaient que l'autre les intime farouchement que vous vous levez aujourd'hui et après on voit le reste. Parce que moi, quand j'écoute ce que tu viens de dire, ça a tout son sens. Parce que les Camerounais, ils sont des attentistes. Je sais que les gens ils vont interpréter comme ils savent bien le faire, mon discours. Ils vont construire quelque chose autour de ça.
Mais je vais vous le dire cash. Si un jour, dans un passage du discours du professeur Maurice Kamto, président du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, si il dit dans un passage de son discours, je sens qu'il met la priorité sur les élections locales, à partir de ce jour-là, ne venez plus ici, parce que je vais le vilipender. Je viens de vous le dire, parce que je vais le vilipender. Vous allez me classer directement dans la classe des tyromistes, des sardinats et autres. Ce sera comme ça. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore remarqué ça. Mais je dis, si je le remarque, c'est le travail que je ferai. Je vais vous dire qu'il n'est pas différent des autres. Parce que vous croyez peut-être que je vais dire les mots qui vous plaisent. Non. Ce sont les gens qui prétendent être du directoire, qui prétendent souffler dans les oreilles de Maurice Kamto, qui prétendent parler avec lui, qui prétendent être ceux qui ont les secrets, ceux qui ont refusé 500 millions de la part de Paul Biya. Parce qu'il aurait suffi de dire Kamto est un traître pour avoir 500 millions. Ce sont ceux-là qui sont venus nous dire qu'il fallait qu'on laisse tomber notre histoire de népalisation là, notre histoire de révolution là. Que si vous êtes trop fâché, allez faire ça au Cameroun. Je n'avais pas écouté ça de la bouche de Maurice Kamto, j'avais écouté ça de la bouche de ces gens, pas de lui. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore écouté ça de sa bouche. Peut-être que je ne suis pas bien ce discours, mais si quelqu'un connaît, même s'il y a même un sardinat là, ou on ne sait pas, un tyromiste qui connaît un discours qui va dans ce sens-là, qu'il me tague, je vais aller écouter et vous allez maintenant bien aller faire des panneaux pour m'insulter, parce que c'est ce que je vais faire, je vais le vilipender. Parce que je vous dis, ce que je dis, je le pense. Le Cameroun, à l'heure où le Cameroun se trouve là, n'est pas un pays où on doit dire aux Camerounais que leur priorité c'est d'aller aux élections locales pour voter beaucoup, comme ça on va avoir la majorité au Parlement, on va changer les lois. Vous n'allez rien changer, vous n'aurez même jamais la majorité, vous n'aurez rien. Je dis vous n'aurez rien. Si vous êtes trop chanceux, on vous donne 10 députés, hein. Organisez la fête pour célébrer. Prenez un article Jeune Afrique, publié en janvier 2020. Le professeur Maurice Kamto lui-même au micro du journaliste, pose la question au journaliste. Quel est ce message que le pouvoir nous renvoie? Il continue en disant ceci. Je prononce les mots tels qu'il avait dit. Le pouvoir, le régime en place, c'est déjà réservé 134 places. Donc, pas bien en train d'organiser les élections législatives. L'opposition doit participer à ces élections. Maurice Kamto est de sortie de prison. Il doit faire la campagne pour ses militants. Il doit se déplacer pour remercier ses militants, comme ce qu'il a fait à Paris en 2020. Mais soit lui, soit un de ses membres a été convié à la table des négociations. Écoutez très bien, je répète, soit lui, soit un de ses membres a été convié à la table de négociation. Pour faire quoi? Pour signer le contrat de la démocratie apaisée. C'est-à-dire continuer à jouer le rôle d'opposition, mais sans être opposant. C'est seulement parce qu'il avait refusé, parce qu'ils avaient refusé ça, que le MRC s'est retrouvé dans les difficultés dans lesquelles le MRC s'est retrouvé, où les sous-préfets n'allaient plus dans les sous-préfectures, où on versait de l'eau sur les gens qui allaient dans le socle granitique et tout ça. C'était après cela.
Il vous l'a dit en d'autres mots, mais comme vous aimez qu'il tienne le discours et qu'il décortique lui-même, vous n'avez pas compris ça. C'est ce qui s'est passé en 2020. C'est à partir de ce moment que le MRC était devenu le parti à abattre. Pourquoi? Parce que tous les autres partis avaient accepté de s'asseoir à la table de négociation. Mais vous êtes qui pour refuser? Donc, comme vous avez refusé, on va vous montrer que vous n'êtes rien dans ce pays. C'est nous qui dirigeons. Mais si Maurice Kamto lui-même vous dit que le RDPC s'était a réservé 134 places, donc, sur les 180 députés là, retirer ceux de la zone anglophone où il n'y avait pas de certitude. Il n'y avait que 40, combien de places là? Non, même pas 40, à discuter. Hein. Donc, dans les quarantaines de places qui restaient là, dites-moi, vous croyez que le MS devait avoir combien de places? Vous qui connaissez comment... Non, maximum 3. Vous qui connaissez comment le MSC est populaire, on organise les élections, on va gagner ici, on va gagner là-bas. Vous parlez aux amateurs. Ça fait des décennies que j'étudie la politique camerounaise. Il dit le MSC, s'ils avaient participé à ces élections de 2020 là, on devait leur donner au moins même une douzaine de députés, hein, pour dire bravo, bienvenue. Mais c'était fini. Le MSC devait être mort sur tous les plans. Ils allaient exploser le MSC, exactement. Le MSC devait être mort sur tous les plans. Soit vous devenez la locomotive du RDPC, soit on vous détruit une fois. On verse même le secret dehors. Vous mourrez une fois. Comme il n'a pas accepté, il est devenu la cible à abattre. Quand je dis il, je parle du parti. Ce qui fait que rien n'a changé. Rien n'a changé. Au contraire, ça allait du mal en pire. Et là, est-ce qu'il faut une démonstration? Vous n'avez pas vu le débat sur le mandat impératif? Vous croyez que Maurice Kamto a perdu le débat sur le mandat impératif parce qu'il n'était pas un bon avocat? Qu'est-ce qui ne va pas dans le cerveau des gens? Et que vous venez nous dire aujourd'hui qu'on va organiser les élections législatives et qu'il ne veut pas organiser parce que s'il organise, il va perdre. Il va perdre, lui il va perdre. Pour bien organiser, il va perdre. Sachant que dès qu'il perd, il n'est plus président. Puisque c'est ça la conclusion, dès qu'il perd les élections législatives, il n'est plus président. Donc vous croyez que c'est la peur d'organiser ça, de ne plus être président qui fait qu'il n'organise plus? C'est mal le connaître. C'est très mal le connaître même. La réalité, c'est que c'est quelqu'un qui décide. C'est lui qui tient le calendrier. Il fait ce qu'il veut. Il veut d'abord vous taper sur les nerfs comme ça. Après, il va se lever un jour. Il va vous surprendre avec l'organisation de ces élections. Mais colonel, c'est pour ça que c'était l'objet de la dernière conférence du professeur Kamto. La gouvernance par embuscade. Que c'est quel gouvernement qui programme les élections par embuscade, ils font tout par embuscade. C'était pour dire aux Camerounais que mais réveillez-vous, vous n'êtes pas en train de voir ce qui se passe. Tous les jours ils font tout par surprise au Cameroun et vous êtes là, on nous a surpris. Le prof a fait un coup de gueule et après il est parti s'asseoir à la maison. Qu'est-ce qu'il en a encore à foutre des Camerounais? Chacun va se battre, Kolo. Vous voyez le commentaire des gens qui pensent beaucoup aimer le MRC et défendre le MRC. Crispy Beauty dit que l'objectif est de démontrer la violation des lois et éduquer le peuple. Non, il n'y a pas que ça. Mais t'es sérieux? Crispy, ça c'est non. Esaïe, on vous l'a démontré. Qu'est-ce qu'on en a fait de cela? Non, Esaïe, il faut être très dur envers les gens. Crispy, c'est parce que tu es trop parti à l'école. C'est parce qu'on t'a trop payé les études de Crispy. Tout ce que tu dis là, c'est totalement faux pour le cas du Cameroun. Ça, c'est ce qui est écrit dans le livre de l'école. Mais c'est totalement faux pour le cas. On essaye de se convaincre de ça. Mais disons-nous la vérité. Pour un peuple aussi amorphe à la lumière de ce qui est là, il faut un choc psychologique. Les histoires d'éduquer le peuple là, c'est pas utopisme.
C'est pas idéalisme qu'on le dit. Maurice Mais vraiment, soyons sérieux. Maurice Kamto, dans une interview, dit qu'en 2013, il avait gagné les élections dans le Fundi. On a arraché. Il a pris de 2013 à 2018 pour faire l'éducation, pour démontrer la violation des lois et éduquer le peuple. En 2018, les gens ont dit que non, on ne le connaissait pas assez. Puis, il est allé au Conseil constitutionnel. On a dit, waouh! Donc, on avait ce genre d'opposant au Cameroun. On a volé sa victoire. Il a fait la prison. Il est sorti. Il a dit, nous n'irons pas aux élections locales. Donc, pourquoi n'est-il pas allé aux élections locales pour éduquer le peuple en 2020? Bonne question. Très, très bonne question. Très, très, très bonne question. Pourquoi il a fait plutôt le contraire, de dire qu'il ne part pas? Hey, Kolo, c'est ce que tu viens de faire là, c'est une masterclass. Hein. Mais c'est une masterclass. Sur les réseaux sociaux pour fatiguer les Camerounais. C'est à cause de vous là qu'on n'ira nulle part. On ne sortira pas de l'auberge. Monsieur Kolo, je peux dire quelque chose. Les gens, le problème que les Camerounais ont, ils ne veulent jamais aller dans le fond. Les gens s'arrêtent sur le fait qu'on éduque le peuple. Certes, il y a l'éducation derrière, mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voyez derrière tout cela? Quelles sont les réalités? On vous dit simplement que, il vous a dit le Sénégal nous parle. Et dans le Sénégal, qu'est-ce que vous avez compris dans le Sénégal nous parle? C'est que chacun doit pouvoir se libérer de ses propres chaînes. Chacun doit être capable de dire que oui, il est temps que nous récupérons ce qui nous appartient. Il est temps que via un mouvement, le peuple se lève. Quelqu'un a pris 7 ans, excuse-moi un peu, quelqu'un a pris 7 ans, 7 ans après la sortie de sa prison, pour vous éduquer sur toutes les formes. J'ai jamais vu de mon existence un politicien en dehors des marxistes se consacrer autant de temps dans l'éducation. J'ai jamais vu en dehors des marxistes. Donc les marxistes comme les Sankara, les Ernest Wandji et autres. Il a pris 7 ans après la sortie de sa prison pour faire ce travail-là. Il a vu tout ce qui se préparait en face. Avant les élections, il a fait un voyage. Il est revenu au même endroit où il vous avait dit, où il était venu vous dire merci pour tout le soutien que vous lui avez apporté en 2018 et après. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a dit cette fois-ci, si vous échouez, c'est de votre faute. Parce que le travail éducationnel, là, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que, quand il tient son discours, il ne dit plus que je ne vous trahirai jamais. Il dit, je ne vous ai pas trahi. Et quand il veut conclure ce discours, il dit quelque chose que les gens ont entendu, comme ils parlent trop français, comme ils ont trop fréquenté ça, entrée ici, c'est sorti là-bas. Nous qui n'étions pas à l'école là, je pense qu'on a mieux compris. Il dit, je suis debout à vos côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en langage du quartier? Au poster, je vous attends. J'attends que vous fassiez le mouvement. Je reste debout à vos côtés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme je ne vous ai pas abandonné, je ne vous ai pas trahi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tout le travail éducationnel qu'il fallait faire, je l'ai fait. Et je ne vous ai pas trahi, je suis allé jusqu'au bout de ma mission. Maintenant, comme j'avais dit à Paris, si ça échoue, c'est de votre faute. Vous avez laissé que ça échoue. Mais nous n'allons pas laisser tomber le combat parce que c'est arrivé. Je vous dis, continuez le combat. Moi, je reste debout. Je ne veux pas vous abandonner. Je reste debout à vos côtés. Ça veut dire que c'est maintenant vous qui portez tout le poids et la charge. Il n'y a plus de verticalité là. Ce n'est plus lui. Il n'y a plus de verticalité. Il vient de tuer la verticalité là. Il vient de tuer ça. Mais pour faire votre commerce sur les réseaux sociaux, pour avoir les cadeaux, vous portez toujours son nom, vous mettez devant. Donc, même les histoires d'élections locales là. Le Moïse Kamto, laisse-moi terminer un peu. Le Moïse Kamto que je connais, quand vous l'écoutez parler de ça,
c'est qu'il est entré dans une phase où il a tellement entendu les critiques de la part des membres de son propre parti qu'il dit, ok, faisons comme ça pour vous faire plaisir. Oui. Parce qu'en tant qu'homme de droit, quelqu'un qui est sûr de ce qu'il fait, comme il le fait là, je dis, si ce n'était que Maurice Kamto, il mourrait avec l'affaire du mandat impératif. Ça ne passe pas, il meurt avec. Que dans ce pays-ci, vous allez apprendre à respecter les lois. Oui. Mais moi, je suis convaincu que tout ce qu'il fait, ces derniers temps-là, il fait pour vous faire plaisir parce que vous lui faites du chantage. Vous lui faites du chantage. Vous là, qui remplissez les réseaux sociaux là pour parler en son nom. Moi, on aime trop Maurice Kamto, le professeur, il est charismatique, le professeur. Bullshit. Vous êtes devenu, il a besoin de, vous êtes devenu quoi, ces femmes? Motion Nkolo. Vas-y, prends ta motion. Ok, bonjour à tout le panel. Non, je suis montée parce que je n'aime pas qu'on va dire qu'on détourne mes paroles et tout. Tout ce que j'écris depuis ici en bas, c'est justement pour dire que qui a échoué? C'est le peuple qui a échoué ou c'est le parti politique? C'est ce que j'ai dit en bas. Et j'ai précisé que quand après le 5 août, on a dit qu'on abandonne les partis politiques, on fait la népalisation. Est-ce que dans le projet de népalisation, on parlait d'un parti politique? J'ai juste précisé que le travail d'un parti politique, c'est d'éduquer. Tout ce que le MNC a fait ces derniers temps, c'était d'éduquer, de montrer le non-droit et tout. Mais maintenant, qui devait prendre la relève, c'est le peuple. C'est ce que je dis. Je ne suis pas en train de magnifier le leader ou bien le parti politique. Qu'est-ce qui s'est passé qu'un membre du directoire du MNC se retrouve sur la toile en train de nous dire que fichez-nous le camp avec vos histoires de népalisation là, qui préparent les élections et qu'ils ont fait les statistiques. Ils vont remporter avec brio, ils vont remporter 90% des places, machin, c'est monté. Jusqu'à me dire à moi, il m'a appelé quoi, combattant quoi là, je me rappelle plus. Hein? Néo-combattant. Jusqu'à me dire à moi que je suis trop fâché de pas faire ça au Cameroun. D'où ça sortait d'où? Justement, c'est ce que j'ai en train de dire. Je voulais même pas revenir là-dessus, c'est ce que j'étais en train de décrire. Que ce qui se passe là, c'est pas Maurice Kamto le discours là. Le discours d'élection machin à tout prix là. C'est pas lui, c'est pas lui. C'est tous ces gens c'est tous ces opportunistes là. À qui on a proposé 500 millions, ils ont refusé le plan là. C'est eux. Son directoire, c'est le mot. C'est eux. C'est pour ça que je vous avais dit à la sortie des élections que le MS est un gros parti de modérés. À l'époque, vous croyez que j'étais dû avec mes propos, non? Combien de personnes... Non, je voulais juste... Combien de personnes sont parties depuis ce temps-là? Et combien normalement doivent partir? Ouais, c'est vrai que jusqu'à présent, il faut encore un grand nettoyage dans le parti. Ils ne sont pas encore tous partis, ils sont encore nombreux. Ils sont encore nombreux, ça c'est la vérité. Bon, en fait, bref, je voulais monter pour rétablir mes pensées parce que je pense qu'on m'avait pas bien compris. Quand j'écris ici en bas, c'est pour dire que l'échec, c'est au niveau depuis le 5 août, nous on avait chanté depuis que laisser les partis politiques. Ici, c'est népalisation. C'est le peuple qui doit faire. Parce que même et hier, j'étais encore sur le panel de Félix et tout. J'ai justement posé cette question. Qu'est-ce qui aux prochaines élections législatives, c'est quoi là? On n'accepte même aucune candidature du MSC. Vous pensez que le MSC va faire quoi? Vous pensez qu'ils ont quel pouvoir de faire quoi que ce soit? Parce qu'aujourd'hui, ces gens n'ont plus honte. Le niveau d'écrasement de loi, ils ne réfléchissent même plus à des trucs même un peu intelligents pour écraser la loi. Ils peuvent raconter du n'importe quoi pour éliminer les candidatures du MSC. C'est ce que je disais sur le panel de Félix hier. Que vous pensez qu'à ce moment-là, le MSC ou bien le leader va faire quoi? C'est le peuple qui a le dernier mot. C'est le peuple qui peut changer tout ça. Mais oui. Chris, ils l'ont fait. C'est passé comme une lettre à la poste. Tranquille. Personne n'a réagi. Exactement. Donc, moi, même c'est que je peut se lever, il dit qu'on ne veut pas. Tout simplement, le MSC ne participe pas. Personne ne fera rien. Et ça sont des réalités. Oui. Je me mute. Oui, Esaïe, ce que moi je disais, encore même sur le panel de Félix, c'est que oui,
critiquant le parti, critiquant et tout. Moi, je suis beaucoup plus dans le sens d'autocritique ou des critiques du peuple aussi. Qu'est-ce que le peuple a fait? Supposons même que, ok, le parti politique a beaucoup d'éléments, on peut critiquer et tout, mais le peuple est plus critiquable. Je sais pas, il faut qu'on se recentre entre nous, le peuple, pour voir comment on va faire. Non. Le peuple est un suiveur. Le peuple est un suiveur. Je sais pas, la notion du peuple là, la façon dont vous placez ça souvent. Le peuple est un suiveur. Le peuple, rien que ici sur TikTok, je vais vous dire comment ça fonctionne. Excusez-moi de citer les noms comme ça. Kamwa la Panthère, par exemple, quand il se met en direct, vous êtes 400, 500, non? Ça veut dire que ce qu'il dit, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est bien. Bon. Quand je me mets en direct, aujourd'hui là, c'est peut-être parce que tu es monté faire la contradiction que c'est arrivé à 112. Si c'est trop là, c'est 50 personnes. Ça veut dire que ce que je dis, non, la conclusion, c'est que ça veut dire que ce que je dis n'est pas très important. Ok. Maintenant, tu crois que entre Kamwa la Panthère et moi, si on sort là, on dit au peuple, que chacun dit au peuple que voici ce qu'il faut faire. Le peuple va écouter qui plus que l'autre. Papa. Je suis entièrement d'accord avec toi. Tu as raison. C'est Kamwa, non? C'est Kamwa, d'office. Tu as parfaitement raison sur ce plan, colonel. 100% d'accord. Ce que je dis aussi, c'est justement... Crispy, excuse-moi. Ouais, laisse-moi terminer. Non, vite fait. Non, il fallait dans le sens que le peuple... Oui, pardon, vite fait, Bonaboy. Le peuple ne réfléchit pas. La population ne réfléchit pas. Elle suit. Il faut exactement, et c'est dommage. C'est dommage, justement. Il faudrait donc aussi un travail. Comment réunir ce peuple-là, ou bien comment faire en sorte que ce peuple raisonne normalement. Que ce peuple ait le sens du discernement pour pouvoir, avec sa propre intelligence, savoir ça, c'est pas ça. La réponse à ta question est très simple. Je vais répondre ça en 2 mots. C'est union des forces, synchronisation des intelligences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui se réclament en tant qu'activistes doivent rester activistes. N'embrouillez pas le peuple. Ne prenez pas la position d'activiste avec pour mot de passe MRC, Maurice Kamto. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est ça le problème du Cameroun jusqu'à présent là. C'est ça le problème de la lutte de libération du Cameroun que nous avons jusqu'à présent. C'est ça. Parce que chacun dit je ne suis pas militant, je suis sympathisant. Mais il se lève le matin et brosse ses dents avec le MRC, il dort avec Maurice Kamto. Mais tu dis que tu es activiste. Mais ton activisme prend effet à quel moment? Ça devient... Tu joues ton rôle d'activiste à quel moment? Hein? À quel moment? En allant combattre Stéphane Tchumbo parce qu'il a parlé mal de Kamto, c'est en ce moment que tu joues ton rôle d'activiste. Mais qu'est-ce que j'ai à cirer que Tchumbo parle mal de Kamto? Il n'a qu'à parler du mal de Kamto du matin au soir, je n'ai rien à cirer. C'est pas mon problème, ça, je suis un activiste. C'est pas mon devoir. C'est pas mon dossier. Depuis que je suis tuté, vous m'avez déjà vu traiter un dossier pareil? Qu'est-ce que j'ai à cirer? Dans le Cameroun, quand on parle du Cameroun, on parle du nationalisme révolutionnaire. Ça veut dire que si tu dis que tu es activiste, tu es en train de dire que tu es un révolutionnaire, que tu es un nationaliste révolutionnaire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu agis pour l'intérêt de la nation. Donc, tu restes en dehors de toute partisanerie, en tout cas partisanerie. Tu restes en dehors de tout ce qui concerne des groupes, des clans, des machins. Non, tu restes en dehors de ça. Tu fais le devoir que tu as envie, que tu dois faire. Pourquoi? Parce que la seule façon de renverser une dictature aussi vieille que celle de Paul Biya, c'est que le prolétaire que je suis fasse son travail, que le prolétariat fasse sa révolution prolétarienne. Ainsi, une fois on aura renversé l'ordre établi, on aura renversé le dictateur, le tyran, Paul Barthélémy Biaby Vondo.
on donnera la possibilité à tous ces partis politiques. En ce moment, on pourra même devenir des militants. On pourra même devenir des militants. On pourra même devenir tous militants. Pourquoi? Parce qu'on a déjà fait le travail qui doit être fait en amont. En ce moment-là maintenant, on laisse la République dans une position où il y a un contrat social qui donne une certaine confiance dans les règles du jeu démocratique. Comment voulez-vous alors porter un parti d'opposition au pouvoir quand il n'y a aucune confiance dans les jeux démocratiques, Comment? Expliquez-moi, vous faites ça comment? Mais Monsieur Kolo, vous parlez comme un docteur. Hein. Vous êtes déjà professeur. Parce que ce que vous dites est tellement vrai. Mais Bonaboy, vas-y, parle. Mais ce que vous dites, c'est justement les propos qu'il faut utiliser. Je voulais revenir sur ce que Crispy a dit tout à l'heure. Crispy, tu as dit critiquons les partis politiques. Là, ça commence, là où c'est déjà faussé. L'activiste de base, quand le jeu démocratique, comme Kolo l'a dit, je vais emprunter ces termes un peu, est déjà faussé. L'activiste de base n'a que du parti politique, et en particulier du MSC. Merci, Bona. Il doit rester focalisé sur qui? L'adversaire, la cible, c'est quoi? C'est un système. Le fait de dire que critiquer les partis politiques, vous faites le jeu, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les activistes ou combattants, entre guillemets, portent plus la parole du parti que les propres militants eux-mêmes. En parlant qui doit sauter, qui ne doit pas sauter, qui doit rester, qui doit être expulsé, ça ne devrait plus être, ça ne doit pas être le but de l'activiste de base. L'activiste de base doit commettre des actions qui mettent à mal le système. Le parti politique ne l'intéresse pas. Et c'est à la fin, quand tout a été rasé et mis à plat, que là maintenant chacun pourra prendre sa carte de parti au choix. Et si ça se trouve, nous qui sommes ici seulement, nous ne serons même pas de même parti politique. Parce que les idées auront divergé, les idées auront évolué. Mais quand tu es activiste de base, tu dois t'absoudre de parler d'un parti politique, peu importe ce que son leader fait, parce que tu as une mission. Tu es comme un soldat idéologique. Le soldat idéologique s'en fout des à côté. Il veut prendre la tête du général. Parce qu'à chaque fois que nous parlons, nous critiquons une action, nous critiquons ce que le prof a fait, il n'a pas fait, ce qu'un membre du directoire a fait, il n'a pas fait. Nous tournons en rond. Nous allons tourner en rond. Et si nous nous amusons, nous allons finir par nous mordre la queue et on va se retrouver en 2031. J'ai compris ce que tu as dit, mais je pense que toi, tu n'as pas compris ma parole. Peut-être que je m'exprime mal, le français est trop dur. Je peux parler à mon patois. Je sais pas si... Non, en fait, Attends, Bouna Bakwedi, je n'ai pas dit qu'il faut critiquer les partis politiques. Au contraire, c'est parce qu'il y a eu un peu de critiques et tout. Je suis montée juste dire que, en critiquant même, peut-être ce que les partis politiques, moi je pense qu'il faudrait mieux s'appesantir sur comment travailler sur le peuple, sur nous, parce que en fait même c'est nous qui avons échoué. C'est nous le peuple, parce que c'est nous qui devons mener cette révolution. Au contraire, j'étais justement en train de répondre à ceux qui critiquaient, on va dire, le parti politique. Contrairement à ce que tu penses que j'ai dit, je n'ai pas dit qu'il faut critiquer les partis politiques. Ah, ok, d'accord. Parce qu'il faut sortir de ce carcan-là, il faut laisser ça, il faut se concentrer. Parce que, donne-moi 10 secondes, Isaïe, je te passe la parole, s'il te plaît. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé, que ce soit le 26 juillet 2025 ou le 5 août 2025, on devrait avoir d'autres éléments de langage. Les éléments de langage tels que élection de proximité et autres devraient sortir du vocabulaire de l'activiste de base. On devait avoir un terme maintenant de guerre révolutionnaire. On devrait apprendre sur les guerres révolutionnaires. On devait apprendre par exemple sur les zones de pacification. On devait apprendre sur beaucoup de choses. Et je parle de ces choses parce que nous les avons lues ici. Colonel qui est là présent m'a fait lire ici, m'a délégué certaines lectures. Je l'ai fait en sa présence. Nous avons lu, nous avons décortiqué. Mais malheureusement, nous n'étions même pas douces. Pourquoi? Parce les stratégies, par exemple, pour le cas de 2008,
Effectivement, j'ai lu 2008 ici et lit le nom des enfants, du moins de ceux qui avaient été exécutés. J'ai fait une lecture à la fin de chaque nom de manière précise. C'est encore sur YouTube. On peut retrouver les noms. Le plus jeune avait 11 ans. Le plus jeune avait 11 ans. Mais quand aujourd'hui on parle d'élections de proximité, les mêmes activistes parlent d'élections, mais il faut choisir. Soit vous êtes activiste, soit vous prenez la carte du parti parce que ça embrouille. Ça embrouille. Les noms qui devraient sortir aujourd'hui devraient être Lyoté, Charleroi, Galula. On devrait apprendre cela, on devait répéter cela, on devait comprendre leur stratégie et frapper en plein cœur. Je suis désolé, j'ai vu une vidéo aujourd'hui. On m'a dit l'ambassade de Suisse. Mais, and so what? Non, franchement, and so what? Après l'action à l'ambassade de Suisse et après, colonel vient de lire ici, il peut faire 90 jours, rien ne va lui arriver, il va rentrer au Cameroun peinard. Il peut même mourir. Il faut aller jusqu'au bout. Il peut même mourir. Et il est toujours là quand même. Vas-y, Esaïe, merci. Oui, très important. Je chute 2 petites secondes. C'est vrai que ce point est très important, le comportement des activistes, parce que le point que le colonel a soulevé, c'est très important, d'autant plus que moi-même, j'ai été affectée, peut-être sur un autre plan, mais les problèmes qu'il y a eu, parce que si vous avez remarqué, ça fait un long moment quand même je ne suis plus présente sur TikTok comme avant, c'est parce que j'ai été fatiguée par les problèmes qu'il y a eu sur TikTok. Tu entres dans le panel de quelqu'un, c'est ouan ouan ouan, c'est si. Tu entres dans le panel là-bas, ouan ouan ouan, on parlait des gens. Ça m'a un peu fatiguée, mais pour de vrai. Je pense que même à ce moment-là, quand on est activiste, je pense qu'on doit beaucoup plus se focaliser sur le combat. Je sais pas, quelles sont les actions qu'on peut mener pour le combat et tous les problèmes entre les personnes, les débats des personnes. Parfois, ça fait mal à la tête. Oui, je tenais à dire quelque chose. Hein. Vous savez, Kolo a dit quelque chose de très important. La plupart d'entre nous ne connaissent pas réellement quel est leur engagement et quelle est leur place. Et la preuve en est, quand nous citons des activistes, que ce soit garçons comme femmes, ils sont perdus dans cet activisme-là. Il faut non, honnêtement parlant, beaucoup font partie des groupes d'activistes, mais ils ne connaissent plus réellement quel est leur rôle. Et maintenant, il faudrait que chacun arrive à se définir. Et c'est la triste réalité. Et pour dire la vérité, les activistes ont détruit le combat. Faut pas qu'on tourne autour du pot. Ces gens qui sont prétendus activistes là, ils ont détruit ce combat-ci-là. Parce que chacun n'a pas occupé sa place, la place dont il aurait dû occuper au préalable. Parce que être un activiste, c'est dénoncer. Même dénoncer les politiques en place sans avoir un parti pris. Même dénoncer celui-là que moi j'apprécie, que j'aime bien, sans avoir de parti pris. Être un activiste ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler des politiciens. Si, ils ont le droit de dire que mais tel politicien, qu'est-ce qu'il foutait là-bas? Surtout quand nous savons qu'ils sont affiliés directement ou indirectement à cette chance qui sont au pouvoir. Donc, on ne peut pas les soustraire à ça, mais ils n'ont pas besoin d'avoir de parti pris. Ils doivent taper sur le système-là de manière forte et virulente, sans jamais s'arrêter. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Si le MRC est en pénitence, Qui ont les numéros des membres du gouvernement qui communiquent avec eux et viennent nous dire en live qu'ils communiquent avec eux. Vous pensez que... Et chacun accepte. Nous acceptons et c'est normal. Comme ça, c'est des traîtres. Tous là, c'est des traîtres. Attends, mais Balistique, on nous a fait comprendre que... Mais c'est pas parce que moi j'aime telle personne que j'ai pas le droit de parler avec le système qui nous auto-détruit. On ne va jamais dans les hauteurs des choses. Nous sommes toujours en surface. Le jour où nous arriverons à rentrer en profondeur, en ce moment, on aura compris les enjeux qui nous concernent tous autant que nous sommes. Bien sûr qu'il y a quelques-uns qui se détachent. Et voilà pourquoi j'ai même pris ma carte d'activisme ici. Jamais. Justement pour me soustraire à ce type de choses. Ayons le bon jugement.
Aujourd'hui, beaucoup se prétendent être des grands activistes. Et nous savons qui justement les nourrit. Élevons le niveau. Et moi, je voulais dire à monsieur Kolo que, père, les gens comme ça là, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons pour les neutraliser. Tous les moyens sont bons. Si c'est possible, hein, une organisation est faite. Parce que ce sont eux qui ont de tout ce combat. Je m'arrête là. Ensuite, je voulais faire une autre précision avant que peut-être colonel ou une autre personne ne continue. J'étais dans un direct et le sujet est tombé, par exemple, sur l'armée, puisqu'on parlait du capitaine Ifudo qui fait fureur, qui est la coqueluche de tout le monde maintenant. Et un intervenant a dit que oui, l'armée peut, un élément de l'armée peut faire ci, peut faire cela, l'armée peut se débarrasser et tout. J'ai écouté longuement. Et comme moi, j'aime pas débattre, parce que le débat donne vraiment des céphalées. J'ai envoyé ma requête. J'ai juste lu un extrait de Noir Silence sur comment est la constitution de l'armée. Et je suis redescendu. Beaucoup dans le direct ont bugué. Parce qu'il y a tellement de personnes qui pensent que non. La configuration que nous avons, ou bien ce qu'ils voient, c'est ce qui est. C'est faux. Et il faut continuer dans cette lancée. Il faut pousser. Moi, j'ai un objectif, c'est de pousser tous ceux qui se taguent être combattants, activistes, qui prennent ce nom, à aller dans les livres. Moi, c'est une de mes missions. On va y aller. On va y aller parce que ça devient franchement saoulant d'écouter parfois certaines grandes personnes raconter des choses. Pourtant, il suffit, sans prétention aucune, d'acheter un livre qui coûte 10 €, s'asseoir 2-3 jours, lire, faire des recherches et comprendre. Et comme quelqu'un a dit dans le commentaire, c'est Chocolo, on tourne en rond, et nous sommes déjà en train de nous mordre la queue. 2031, 2032 nous trouvera là, on n'aura pas avancé d'un iota. Dans d'autres directs, quand j'évoque la guerre révolutionnaire, personne ne comprend ce que c'est qu'une guerre révolutionnaire. Quelles sont les tactiques, quels sont les tenants, les aboutissants, quelles sont les cibles. Pourtant, elle a été menée entre 48 et 71 au Cameroun. Non, franchement, il faut vraiment que beaucoup tempèrent et voir qu'ils changent de disque. Ça devient lassant. Ouais, on va terminer notre lecture. Mais si les gens veulent apprendre, on va leur dire ce qu'il faut savoir. S'ils ne veulent pas, tant pis. Mais une chose est sûre, c'est que si des gens utilisent quelque chose contre vous et que vous pouvez utiliser la même chose contre eux et même plus efficacement et que vous refusez de le faire, peut-être parce que vous ne le connaissez pas ou parce que vous êtes seulement trop orgueilleux. C'est pas eux le problème, c'est vous-même le problème. Oui. Ben, tout à l'heure, en lisant ici, nous sommes tous arrivés au même moment, hein, tous à la même conclusion. Qu'en temps normal, à l'heure actuelle, au Cameroun, nous devrions être à la 4e phase de la doctrine de la guerre révolutionnaire. Mais après, j'ai posé la question. À quelle phase sommes-nous? Vous voyez? Même pas à la première. Il dit même pas à la première. Hein? La première phase, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle le calme apparent. Nous ne sommes même pas dans le calme apparent. Nous ne sommes même pas. C'est comme si on n'a même jamais commencé quelque chose. Pourquoi? Parce que dans cette phase, dans cette première phase, c'est qui l'ennemi du roi?
C'est l'activiste de base. Mais maintenant, si je vous pose la question, ici, qui est-ce qu'on définit comme activiste de base parmi nous? Est-ce que quelqu'un peut vraiment répondre à cette question? Quelqu'un peut identifier les activistes de base ici? Même seulement ici sur TikTok. Hein? Vous allez sortir peut-être les noms de vos amis de la base. Jaune, rouge, vert, bleu, orange, multicolore. Comme les Ndepso. Frère, il faut qu'on fasse quelque chose. La phase, on ne peut pas être Camerounais. Nous avons hérité des luttes de l'indépendance. Le seul pays de l'Afrique subsaharienne à avoir mené ce genre de combat là-dedans. Nous avons eu affaire à une administration coloniale qui était contre-subversive et qui a laissé en partant un régime policier contre-subversif. Donc nous avons hérité de ces connaissances-là. Et nous sommes incapables d'appliquer ça aujourd'hui. D'ailleurs, quand tu parles de ça, c'est comme si tu racontais, si tu parlais en espagnol, gars. Franchement. On ne peut pas être dans un pays comme le Cameroun. Le président illégitime de ce pays-là se trouve dehors pendant plus de 60 jours. On pourrait parler d'empêchement définitif. On pourrait parler d'incapacité physique permanente. On pourrait parler d'abandon de poste. On pourrait parler de tout en ce qui concerne le droit constitutionnel camerounais. Mais il n'y a rien qui se passe sur le territoire. Même pas la publicité terroriste. Le mot vous fait peut-être peur. Mais c'est une phase. C'est une phase. C'est la deuxième phase. Cette phase-là, à l'heure où nous parlons là, on aurait déjà dû traverser cette phase-là, ou même si on avait un retard, on devrait être en train de l'appliquer à l'heure actuelle. La publicité terroriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'amener les médias du monde là, à braquer leur caméra sur le Cameroun. C'est pour ça qu'on appelle ça publicité terroriste. À braquer leur caméra sur le Cameroun. Pour filmer quoi? Pour filmer le mécontentement des Camerounais. Pourquoi? Parce que les Camerounais étant mécontents, ont frappé une, deux ou trois cibles pour attirer leur attention. Oui. En ce moment, on va dire le Cameroun traverse une période de et le président se retrouve à l'extérieur du pays depuis plus de 60 jours. C'est ça qui devait sortir. Ça ne devait pas être les histoires où on assiste aux publications de RFI où on dit le président n'est pas mort. Il n'y a pas abandon du poste. c'est ça ce que RFI publie. Et c'est tout. Normalement, il devait publier quoi de plus? Parce qu'on leur a rien servi. Puisque c'est de leur intérêt de cacher même la mort de ce président-là, donc ils ne peuvent que prendre la parole de Emmanuel Sardine en compte. Et nous sommes où dans tout ça? Nous, activistes de base, nous sommes où? D'ailleurs, qui se définit même comme activiste de base? La question là est toujours posée. Ouais. Donc, je disais que pour finir, je disais que qu'il serait donc légitime que son président détienne le droit de déclencher la procédure de déclaration de vacances de la présidence de la République, le cas échéant. Un hiatus doit cependant être relevé.
en raison de la réintroduction de la démission comme acte constitutif de la vacance dans la Constitution du 18 janvier 1996. L'interprétation des textes aboutirait à reconnaître au président démissionnaire le droit exclusif de déclencher la procédure de déclaration de la vacance. Ceci se déduit du fait que copie de la lettre de démission doit être remise au président de la juridiction constitutionnelle. Le juge, une fois saisi, examine les faits et, s'il y a lieu, déclare la vacance. Maintenant, comment est-ce que la vacance des pouvoirs est déclarée? Je vais continuer, même si je suis déjà fatigué. Je travaille toute la nuit, il est déjà midi chez moi. Donc ça veut dire que depuis 6 heures de temps, j'aurais dû être en train de dormir. Mais allons-y, parce que je reviendrai pas là-dessus. Parlons alors de la vacance, de cette déclaration de la vacance du pouvoir là. C'est un acte juridictionnel. Elle est ainsi mise hors du champ politique et des éventuelles luttes de pouvoir. Écoutez bien. Elle est ainsi mise hors du champ politique et des éventuelles luttes de pouvoir pour s'imposer à tous, étant revêtue de l'autorité de choses jugées. En bon français, ça veut dire juger, ça signifie qu'il faut quelqu'un pour constater. Donc, si il y a saisine, le juge ne constate pas, donc il ne fait pas l'appréciation, donc il n'y a pas vacance. Et quand on dit qu'elle est ainsi mise hors du champ politique et des éventuelles luttes de pouvoir pour s'imposer à tous, ça veut dire, c'est vrai que c'est un français simple, mais on peut encore descendre plus simple que ça. Elle se base uniquement sur le champ de la légalité qu'eux ils auraient choisi et non d'éventuels jeux politiques. Ok. L'exégèse des différents textes montre une évolution en termes de changement de la juridiction à saisir. On est passé d'une juridiction à la qualification incertaine à la qualification d'une juridiction certaine. Initialement, il est revenu à la Cour suprême d'apprécier les faits et de déclarer le cas échéant la vacance, en disposant que, je cite, lorsque la Cour suprême statue en application des articles 7, 10 et 27 de la Constitution, elle est complétée par 5 personnalités désignées pour 1 an par le président de la République en raison de leurs compétences et de leur expérience. Fin de citation. La Constitution de 1972 introduit une incertitude quant à la qualification de la juridiction compétente pour déclarer effectivement la vacance. Quelle est la compétence et quelle est l'expérience dont parle le constituant? La question est posée. L'ordonnance de 1972 fixant l'organisation de la Cour suprême n'apporte aucun éclairage à ce sujet. Se contentant de reprendre mutati mutandi les dispositions imprécises de la Constitution du 2 juin 1972, il s'ensuit que cette vacuité des textes ne permet pas de déterminer avec précision le statut de ces personnalités. Vide juridique à tous les niveaux. Que ces 5 personnes-là n'existent pas. Tu as compris quand il disait que l'acteur, en ce moment, l'acteur se rend compte que le film là va finir, il va pas tuer le chimpanzé, non? Ouais. Ou aller terre à terre comme au quartier. Il faudrait même qu'il y ait séparation des pouvoirs, qu'il y ait réelle séparation de pouvoir. Tu parles de séparation de pouvoir dans un pays où le tyran contrôle le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir, comment je vais dire, judiciaire. Je dis que même si ces personnes existaient, donc que si ces personnes avaient vraiment des, on va dire parce qu'il y a un vide selon leur action, qu'est-ce que c'est selon leur pouvoir. Je dis même s'il y avait, c'était clair, leurs actions et leurs pouvoirs, il faudrait encore qu'il y ait séparation de pouvoir. Exactement, oui, c'est ça. Là, tu as bien raison. Parce que s'il n'y a pas de séparation, même si ces 5 personnes existaient colo, le juge, la dernière instance de référé qui préside le Conseil national de la magistrature, c'est toujours bien.
Donc, on devait encore revenir à lui. Ouais, comme dit Milta, c'est un vide fait à dessein. Ouais, c'est ça. Donc, quelle est la compétence et quelle est l'expérience dont parle la Constitution? La question était posée, je disais. L'ordonnance de 1172 fixant l'organisation de la Cour suprême n'apporte aucun éclairage à ce sujet. Se contentant de reprendre mutandi les dispositions imprécises de la Constitution du 2 juin 1972. Il s'ensuit que cette vacuité des textes ne permet pas de déterminer avec précision le statut de ces personnalités. Sont-elles des consultantes dont l'expertise apporte à la décision l'objectivité indispensable? On s'interroge. Leur statut est-il limité à cette expertise ou peuvent-elles participer aux discussions avec voix délibérative? Point d'interrogation encore. Vous voyez, on vous met dans une histoire où vous faites les 4 points cardinaux sans savoir où vous allez, pourquoi vous voyagez. Finalement, le collège qui examine et tranche la question de la vacance de la présidence de la République forme-t-il une sorte de juridiction ad hoc? La déclaration de vacances résultante de l'incapacité physique permanente du président de la République est publiée au journal officiel. Tout à l'heure, comme je parlais de la CIATV tout à l'heure. L'avènement de la démocratie constitutionnelle, pris sous l'angle institutionnel, a donné naissance à une nouvelle juridiction située en dehors de l'ordre judiciaire. Le Conseil constitutionnel, oui, au nombre de ses compétences, il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Gardien du respect de la Constitution, la juridiction constitutionnelle succède à la Cour suprême comme juge de la vacance de la présidence de la République. En effet, le Conseil constitutionnel saisit, enregistrer cette partie-là, c'est la conclusion de ça. Donc, comme avant, c'était la Cour suprême, maintenant c'est le Conseil constitutionnel. Mais puisque le Conseil constitutionnel, ce Conseil constitutionnel est quoi? Est gardien du respect de la Constitution, non? Voilà. Donc, c'est à elle maintenant, ou c'est à lui, en tant que, oui, le Conseil, de déclarer la vacance de la présidence de la République. Mais nous avons lu plus haut comment ça se passe pour arriver au Conseil constitutionnel, non? Oui. Voilà. Parce que ça n'arrivera jamais là-bas. Ok. Donc, en effet, le Conseil constitutionnel saisi par le président de l'Assemblée nationale, après avis conforme du bureau, constate la vacance de la présidence de la République. Vous comprenez que c'est Tom Cruise, non? C'est Tom Cruise. C'est constitutionnel, là, même déjà un jour fait semblant. Donc, justement, pour faire semblant, pour embrouiller même un peu les Camerounais, pris une décision contre le système RDPC. Je dis même pour faire semblant. C'est Tom Cruise. C'est une mission impossible. Faut réfléchir à autre chose. Faut arrêter de répéter le droit. Ça va pas nous sortir de là. Il faut tenir un seul discours, gars. Nous autres là, les politiciens ne peuvent pas tenir ce discours-là. Dès qu'ils ouvrent la bouche, ils seront traduits au tribunal militaire. Nous. Colo, j'ai une question. Nous devons le faire. Est-ce que tu as une idée de comment ça se passe au Cameroun, c'est-à-dire au niveau des populations? Est-ce que je ne sais pas. Comment est-ce que les Camerounais voient la chose? Est-ce qu'il y a même un semblant de quelque chose au Cameroun? Je vais te dire exactement ce que je sais du Cameroun. Et les gens vont vite fait de me poser la question, quand était la dernière fois que tu étais au Cameroun? Je sais. Mais le Cameroun est un volcan endormi. Présenter les Camerounais comme des, comment on appelle ça? Des gens
qui ne réfléchissent pas, qui s'en foutent, machin. Ça, c'est bien quand on veut dire des choses, parce on veut exprimer son ras-le-bol, on veut, mais c'est pas ça. Le Cameroun est un volcan qui dort. Il suffit seulement même d'une pierre qui tombe au mauvais endroit pour déclencher ça. Et c'est nous qui pouvons déclencher cela. Les Camerounais au Cameroun, ce sera très difficile qu'ils déclenchent ça eux-mêmes. C'est nous qui pouvons déclencher cela. C'est pour ça que je parle d'activisme de base. Je ne peux pas expliquer ça ici. Je ne peux pas. Mais c'est pas compliqué, Chris B. C'est pas compliqué. C'est parce que les gens refusent de travailler ensemble. C'est pas compliqué, même pas un peu. Et les gens vont se retrouver dans une situation où ils ne savent même pas pourquoi ils sont dehors. Tu vas demander à quelqu'un, personne ne va t'expliquer. Il va seulement se rendre compte qu'il est dehors. Et Yaoundé sait ça. Yaoundé sait ça. C'est pour ça que Yaoundé n'aime pas des gens qui tiennent le discours que je tiens. Yaoundé sait très bien ça. Qu'est-ce que... Quand vous êtes dans vos luttes partisanes, là, des histoires de... On aime le MSC, on n'aime pas. On aime le FSNC, on n'aime pas. On aime machin, on n'aime pas. L'autre est monté, il n'est pas descendu. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dedans que les RDPC ne connaissent pas ou que les RDPC lui-même n'a pas créé? La seule partie où tu as vu le Cameroun paniquer, c'est quand le souverain a dit on en a marre. Ça a été le cas en 91. Quand ils ont refusé la conférence nationale, nous avons perdu plus de 400 de nos compatriotes. Je suis sorti de la maison avec mon cousin. Les tireurs d'élite du capitaine Jock Parfait, du haut d'un hélico, ils ont mis une balle. Ça a ouvert ses intestins. Ça a ouvert son ventre. J'ai vu comment son ventre s'est versé devant moi. J'étais accroupi à côté de lui. Je ne savais pas s'il devait pleurer ou rire. Il ne savait pas. Nous avons perdu plus de 400 personnes comme ça en 91. Pas les choses comme je vais vous raconter aujourd'hui là que on n'a jamais vu les Camerounais sortir comme ça. Non. Paul Biya était sûr qu'il avait fini avec nous. Bon, même pas Paul Biya. Quand je dis Paul Biya, c'est lui donner trop de crédit, c'est un tocard. Les réseaux France-Africains. La métropole. Oui, les réseaux France-Africains. Elf et ses agents secrets avaient cadré le terrain. Ils avaient tout mis sur pied pour que la répression réussisse. D'ailleurs, un an plus tard, ils avaient envoyé le général Pierre Houchon, porteur de valises, de plus de 150 000 pour l'achat du matériel de répression. Il était question de maintenir ça comme ça jusqu'aux prochaines élections. Mais ça n'a pas arrêté les Camerounais. Ils sont sortis en 2008. Ils ont dit, mais gars, tu nous prends pour qui là? Vous connaissez le nombre de morts qu'il y a eu en 2008? Amnesty International vous présente 137 morts. Vous croyez que les gens qui se versaient dans le vouri là, les gens qu'on fusillait à titre d'un hélico, c'était seulement 137 personnes. C'est qui avait mis les Camerounais là dehors? Vous vous êtes déjà posé la question à savoir c'est qui les avait mis dehors? C'était les activistes de base. Il a savoir. C'était les activistes de base. Par exemple. Que ce soit en 91 ou en 2008, c'était les activistes de base. Tu dis quoi? En tout cas, ce n'était pas les partis politiques. Et vous voulez inventer le couteau à couper le beurre, c'est ça? C'est tout ça. Les Camerounais là, au Cameroun là.
vous pouvez pas, intérieurement, ça les ronge. Les gars sont étouffés, ils n'en peuvent plus. Mais personne ne peut se lever, ouvrir sa porte comme ça le matin, faire comme Sébastien Ebala. Et aller se jeter dans la gueule du loup. Non, ça se passe pas comme ça. Les Camerounais attendent d'être rassurés qu'ils ne sont pas seuls. Déjà, chacun de ne sait pas à quel niveau l'autre est. Parce que il faut que je me dis que l'assurance de savoir que tout le monde est au même niveau que moi, ou si demain je sors, on sera nombreux. C'est ça qu'il faut. Il n'y aura pas d'assurance, Chris Pipi. Il n'y aura pas d'assurance. Ça ne se passe pas comme ça. Vous n'allez jamais assurer les gens qui seront nombreux ou qui ne seront pas seuls. Non. C'est spontané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Tout à l'heure, quand je disais que le peuple est suiveur, vous n'avez pas compris. Peut-être vous avez cru que c'était une insulte. Ça veut dire qu'on peut déclencher quelque chose à Niala. Hein? Pour les gens qui vivent à Douala. On peut déclencher quelque chose à Niala. Ça commence comme si c'est un propriétaire de bar qui luttait avec un client. La police arrive et gère mal la situation. Après, ça devient que c'est les gens de Niala. Ça devient que les gens de Niala contre les policiers. Après, ça devient que ce n'est plus seulement Niala. Ça, il a pris bonne 10, bonne 10. C'est comme ça. Et jusqu'en commande, les gens vont se retrouver dehors sans savoir pourquoi ils sont dehors. Au début, ils seront 200. 30 minutes après, ils seront 400. Une heure de temps après, ils seront 1000, sans même savoir pourquoi ils sont dehors. Ils sont seulement des curieux. Hein. Ils ne sont pas dehors. Ils ne viennent pas pour la mobilisation populaire. Non, ils sont juste des curieux. Mais plus ils viennent ils viennent montrer la curiosité, plus ils sont identifiés comme étant des participants. Et c'est ça qui crée le nombre. Donc justement, voilà pourquoi on se retrouve avec 1 million de personnes, alors qu'en réalité, parmi ces 1 million-là, il n'y a même pas 100 000 qui savent pourquoi ils sont dehors. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer? Voilà. Les gens vous racontent les choses que non, il faut rassembler 1 million de... Bon, il ne faut pas que vous preniez mal ma parole quand je parle d'1 million. Même quand on dit qu'il faut avoir 1 million de gens à Yaoundé, on ne dit pas qu'il faut rassembler 1 million comme ça, la partie avec Yaoundé. Ça ne se fera, c'est impossible. Vous faites ça comment? Avec la magie? Non. C'est qu'un jour comme ça, on déclenche un truc qui fait que les gens aient même besoin de voyager pour Yaoundé, juste parce que, comme en 2008, que le gouvernement soit obligé de couper même la route aux gens. Mais cette fois, c'est pas eux qui vont couper la route, c'est nous qui allons couper la route. C'est nous qui allons les couper la route. Donc quand nous nous ont dirigés vers Yaoundé là, dès qu'on traverse le pont là, on fait tomber le pont là. Monsieur Kolo, permets-moi. En 2008, demandez-moi pourquoi je suis sorti. Est-ce que vous savez pourquoi je sortais? Moi, je prends mon cas à moi. On était des écoliers, pour ne pas dire pas des lycéens, mais des collégiens, tu vois. Un matin, on reste, on dit que attendez ce qui s'est passé là-bas hier. Les gars ont commencé là-bas, on ne sait pas quoi. On dit c'est pourquoi? Parce que les gars trouvent que tout est cher. Et là, un jour, on se lève aussi, on va être curieux. Papa, tout le monde va être curieux, non? Et comme tu le dis, nous sommes rentrés dans la masse. On rentre dans la masse sans réellement savoir ce qui peut se passer. C'est quand on voit comment on enlève presque la tête d'un individu près de nous. Gars, tout le monde commence à courir. Et c'est comme ça que l'émeute a commencé, a débuté. En tout cas, chez moi à Bonabéré. Et c'est comme ça que les gens sortaient en masse. Les gens ont commencé à dire qu'on va marcher. On va droit là-bas. On va aller jusqu'en ville. Des foules sortaient de partout. On était nombreux.
J'ai dit, les policiers n'arrivaient plus à gérer quoi que ce soit. Ça venait de partout. On entendait, tu vois, les gars ont commencé à lancer des bombes lacrymogènes. Tellement tôt ici, tôt là-bas. On a sorti une fois, quand les gars ont compris que leur peu était grave, ils ont envoyé l'armée sur place. Comme on disait à l'époque des tireurs d'élite. Un gars reste comme ça là, il est à 3 mètres de toi. Le gars ne te loupe pas. Tu dis que merde. Ça n'empêchait pas que les gars sortaient. Et ce que tu dis, on n'a pas besoin qu'on commence à citer le nombre. Hein. Pour être vrai, il faut juste un déclic, pour ne pas dire un déclenchement. Dès que c'est fait là, oh, ne vous inquiétez pas. Les Camerounais souffrent. Dans ce moment que tu vas comprendre, les Camerounais souffrent. Chacun va sortir ses mains comme ça sans même savoir. Et même, si vous regardez même en 2025, là, lors des élections, vous pensez les Camerounais qu'on a qui l'âme là, ils savaient pourquoi ils sortaient. Ils criaient aussi pour crier. Mais ça n'a pas empêché qu'on kill l'âme. Ce sont des preuves aussi palpantes. Des innocents. Sur ce, je me mute, tu peux continuer. Donc, quand je parlais du Conseil constitutionnel comme étant l'organe compétent pour déclarer la vacance. Sauf que la déclaration de vacances doit, si vous ne le saviez pas, pour emporter tous les effets de droit, être adoptée par les 2/3 des membres du Conseil. Donc, quand ça sort du Parlement, là, ça arrive là-bas, c'est encore un vote. les 2/3 là, les 2/3 là, vous allez fabriquer ça qu'avec le moulin. Hein? Vous allez fabriquer ça qu'avec le moulin. Vous ne les aurez pas. Donc, et ensuite, ça doit faire l'objet de publication au journal officiel. Et la vacance, lorsqu'elle a été déclarée, produit des effets. Et quels sont ces effets-là? Et je pense que c'est là où je vais arrêter aujourd'hui. Le principe démocratique selon lequel les gouvernants tiennent leur pouvoir des gouvernés que nous sommes n'a pas toujours reçu consécration au Cameroun. J'ai l'habitude de vous dire ça. Pobia, c'est pas vous qui avez mis Pobia au pouvoir, donc arrêtez de rêver. Il s'en fout de vous, il n'est pas au courant de vous. Précisément en matière de vacances de la présidence de la République, le recours au peuple pour la désignation d'un nouveau gouvernant n'est pas une option ferme et irrévocable. On n'a pas dit est, on dit n'est pas. Je reprends. Précisément en matière de vacances de la présidence de la République, le recours au peuple pour la désignation d'un nouveau gouvernant n'est pas une option ferme et irrévocable. En réalité, ces effets sur la dévolution du pouvoir présidentiel s'appréhendent au prisme de la variabilité. Il épouse dans ce détour les incidences, les incidences juridiques de l'idéologie de la construction de l'unité nationale manifestée par la survalorisation. L'avènement du pluralisme politique est ici la ligne de césure en ce qu'elle marque le passage de la construction d'un pouvoir patrimonial à la consécration de la présence provisoire. Bien, je m'arrête là pour aujourd'hui. Sinon, ça ne finit pas. Mais l'essentiel a été lu. Paragraphe là, j'ai pas très bien compris. Tu peux relire un peu. Bien, je sais pas trop. Désolé, vraiment. Le pouvoir ne vient pas du peuple. Il y a un terme là que j'ai pas très bien compris dans la lecture, en fait, c'est ça. Je parlais des effets de la vacance sur la dévolution du pouvoir présidentiel. C'était ça, non? Oui. Là où tu as parlé de jeu politique. Je disais que le principe démocratique selon lequel les gouvernants tiennent leur pouvoir des gouvernés n'a pas toujours reçu consécration au Cameroun.
Précisément en matière de vacances de la présidence de la République, le recours au peuple pour la désignation d'un nouveau gouvernant n'est pas une option ferme et irrévocable. En réalité, ses effets sur la dévolution du pouvoir présidentiel s'appréhendent au prisme de la variabilité. Il épouse dans ses détours les incidences juridiques de l'idéologie de la construction de l'unité nationale, manifestée par la survalorisation et l'étatisme de la dévalorisation du droit. L'avènement du pluralisme politique est ici la ligne de césure en ce qu'elle marque le passage de la construction d'un pouvoir patrimonial à la consécration de la présidence provisoire. Et s'il faut expliquer, s'il faut lire ça, il faut entrer maintenant dans ce que c'est que la consécration de la présidence provisoire et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Merci. Bonjour Kolo, pardonnez-moi, excusez-moi mes frères et sœurs de prendre la parole comme ça. On t'excuse pas, militant, on t'excuse pas. Je me mets. Kolo, bonjour. Je ne suis pas montée depuis longtemps, mais je suis toujours en bas quand tu fais les lives. Kolo, est-ce qu'on peut avoir le titre du livre? S'il te plaît, si c'est possible, hein? Ouais. Le titre, c'est la vacance du pouvoir dans la Constitution. La vacance, attends. On est que tu parles comme un professeur. Hein, Kolo? Ouais, je te dis, man. Attends. Les gens, quand ils t'écoutent, ils pensent que le mec, c'est là. Ceux qui ne comprennent pas les choses, qui aiment bien se poser mille et une questions sans raisonner, vont penser que le gars, il se prend pour qui? Pardon, recito, elle est là. Alors, la vacance du pouvoir. Non, si tu veux le document, c'est pas un livre, c'est un PDF. Et tu peux l'avoir gratuitement. Si tu as ton ordinateur ou ton téléphone, écris ceci. Écris oui. À vacances de la présidence de la République en droit constitutionnel camerounais. Pour ce que je disais, non. Hein? Je ne suis pas là pour vous vanter, hein. C'est pas ça le cas. Mais quand vous écoutez un illettré, nous sommes des illettrés, hein. Et c'est vrai. Moi, j'ai arrêté mon école à OCPE. Donc, quand j'écoute un autre illettré tel que toi, avec ses connaissances, vraiment, c'est à applaudir. Vous pouvez m'aller donner cours dans les plus grandes universités. Est-ce que tu le sais? Parce que derrière ta lecture, tu as la compréhension, ce qui n'est pas donné à tout le monde, en fait. Tu as retrouvé ça, Meta. C'est écrit par Étienne Kenfak. Comment il s'appelle? Étienne Kenfak. Mon frère Chang. Étienne Kenfak. Attends, j'écris. Attends, je reviens. Étienne Kenfak. Le milieu des jumeaux. Donc, Kolo, gars, moi, je ne suis pas là pour te vanter. Hein, type. Moi, je ne suis pas là pour ne te tire pas les éloges à ce que je dis, mais après ça, apprécier. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent lire, mais n'ont pas la dimension d'esprit de pouvoir comprendre ce qui est marqué dans les textes. Tu vois? Mais toi, tu as cette valeur sûre que, en même temps, tu lis, tu proposes et tu démantèles, hein, les mots clés dans la chose. Et c'est pas de fois je rigole quand tu dis oui, pour nous qui n'avons pas fait les études, je dis mais ce type c'est se fout de nous, quand il se fout de notre gueule. Tu vois? Kolo, tu as mis des mots sur ce qui m'était apparu depuis l'histoire du mandat impératif, puisque là, tu as mis des mots vraiment sur ce que j'avais à l'esprit comme ça. C'était vague dans mon esprit comme ça. Je n'arrivais pas à stabiliser ça de façon cohérente et intellectuelle. Mais là, avec la lecture de ce document, c'est exactement ce que j'avais pensé. C'est-à-dire que nous n'avons en réalité aucune assise juridique pour pouvoir tenter de contester.
des actions de ce gouvernement qui nous apparaissent illégales. Donc nous sommes même certains que c'est illégal, mais l'assise juridique pour le prouver, on n'en a pas, puisque la loi est floue, il y a des vides juridiques, il y a des contradictions, et comme je l'ai écrit, qui sont faites à dessein, qui nous baladent comme ça. C'est comme un labyrinthe. Tu te balades, tu es entré, mais tu ne sauras jamais comment sortir. Finalement, tu es fatigué, tu abandonnes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'histoire du mandat impératif. Madame Ilta, Oui, oui. est-ce qu'au Cameroun, tout n'est pas centralisé? Donc, ne sois pas étonné, justement, dans ce cas d'espèce. Quand tout est centralisé, on ne peut qu'observer ce type de choses. C'est ce que je dis. Je dis que il y avait dans mon esprit comme ça quelque chose que j'avais perçu, mais il vient vraiment de mettre des mots dessus. Effectivement, tout est centralisé, mais je n'avais pas, pour parler de moi particulièrement, idée que même le cadre juridique qui fonde le fonctionnement ou la gestion d'un État est aussi flou à dessein. C'est comme si tu dis je veux un mari, on te donne un copain. Donc c'est-à-dire que tout le cadre juridique de toutes les disciplines, la constitution, les élections, le processus législatif, tout est à refaire. Le chantier, il faut le reprendre à zéro. Je vais m'arrêter là. Merci, Kolo. Madame Ita, oui, en tout cas, moi, de ce que moi j'ai toujours compris, hein, c'est que beaucoup de gens ont parlé de changement ici. C'est un exemple banal, hein, que beaucoup vont trouver banal. C'est pourquoi, toutefois, j'ai